Hop. Alors, bienvenue donc à ce webinaire consacré à la zone Asie du Nord-Est. Donc, je me présente, je suis Béatrice Gallard, chargée de mission au sein de la Team France Export Normandie. Donc, je tiens vraiment à remercier Thibaut Fabre, François Cotier, Nicolas Sestier et Mathieu Lefort des bureaux Business France Japon, Corée du Sud et Taïwan pour leur présence et l'animation de cette séquence à mes côtés. Grâce à leur expertise, donc, ils vont mettre en avant les tendances marché et les secteurs porteurs de la zone Asie du Nord-Est. Avec le programme suivant, donc j'espère que vous voyez bien le PowerPoint, donc avec une présentation générale de l'Asie du Nord-Est par Thibaut. Et puis ensuite, on fera des focus par secteur d'activité. Notamment, on va commencer par l'agrotech, ensuite l'art de vivre et santé, et pour terminer avec l'industrie et tech. Et je vais intervenir donc en fin de session pour vous présenter la mission collective régionale Asie du Nord-Est qui aura lieu du 19 au 23 février, donc l'année prochaine, organisée par la TFE. Donc, on aura aussi une petite séquence voilà, pour vous permettre de poser toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, on est vraiment là pour répondre à tous vos questions. J'en ai fini pour moi. Thibaut, est-ce que je te laisse la parole? Oui, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir effectivement dans ce webinaire. Pour ma part, je suis basé à Tokyo, Thibaut Fab, je suis le directeur de Business France au Japon. Et peut-être il me revient en introduction un peu de planter le décor sur cette zone et puis pourquoi effectivement on a ciblé ces trois pays pour vous proposer cette mission et d'en donner un peu le contexte. D'abord, c'est pas seulement parce que il y a une proximité géographique et quand on a parcouru autant de kilomètres vers cette partie du globe, effectivement, c'est presque un jet de pierre d'aller en Corée du Sud, à Taïwan ou au Japon. Mais surtout parce qu'on y voit, alors, au-delà des différences, quelque chose qui est assez cohérent en termes de marché. D'abord par le niveau, j'allais dire, de maturité de ces différents marchés. Au final, on a un PIB par habitant qui est assez proche d'abord de celui de la France. Donc on voit bien qu'on est dans des économies et des marchés très développés, avec des circuits de distribution, des modes de consommation qui sont ceux de pays développés. Et donc cette homogénéité de ces pouvoirs d'achat ou de ces PIB par habitant est une première caractéristique qui est commune à ces trois pays. La deuxième chose, c'est que ce bassin de consommation, et compte tenu effectivement de son développement, de sa croissance, représente au final 200 millions de personnes, naturellement avec le Japon qui représente un peu plus de la moitié de cet ensemble, 125 millions, mais avec néanmoins des dynamiques qui sont à l'œuvre en Corée du Sud et à Taïwan qui sont extrêmement intéressantes. Et on a, par rapport au monde asiatique, certainement parmi les trois économies les plus développées, dans le sens, en tout cas, les plus riches. Vous avez sur la diapo le positionnement du Japon, de Taïwan et de la Corée du Sud sur le ranking des pays les plus riches de la planète. Et on voit là aussi que cet ensemble répond à une certaine cohérence. Peut-être la deuxième chose qui me semble important de signaler, au-delà de la maturité qui caractérise ces marchés, c'est le fait que, en tout cas pour deux d'entre eux, la Corée du Sud et le Japon, ils ont signé en fait des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, ce qui est assez favorable à l'offre française, d'abord en termes de démantèlement tarifaire et donc d'accès marché,
On a des droits de douane qui sont nuls ou en tout cas très réduits pour un certain nombre de lignes de produits. Et du coup, ça donne un cadre, et même si Taïwan n'a pas signé ce type d'accord, un cadre juridique, réglementaire extrêmement stable et très visible et dans lequel on peut se projeter sans la crainte d'un retournement juridique, réglementaire qui viendrait mettre à mal la stratégie qu'on déploie sur le marché. L'autre chose, c'est que au final, ces marchés ont un défi commun qui est un défi démographique, et en l'occurrence celui du vieillissement de leur population, dans les trois cas de figure à des niveaux qui sont quand même, qui interrogent et qui bousculent un petit peu, je veux dire, leur vision et leur projection. Créer aussi parfois des segments de marché assez différents entre ce que pourrait être l'économie du grand âge et au contraire une jeunesse peut-être moins nombreuse, mais extrêmement dynamique, curieuse, et qui d'ailleurs, et c'est un autre point qui caractérise aussi ces pays, est à l'origine d'un certain nombre d'influences qui sont naturellement très prégnantes dans le monde asiatique, mais qui dépassent largement les frontières de ces pays. On parle de plus en plus de la K-pop, de la K-beauty, du soft power coréen. Il y avait jusqu'à présent en France, à Paris, porte de Versailles, une Japan Expo qui montrait aussi que l'univers, naturellement, des animés, des mangas, des jeux vidéo qui sont souvent et spontanément associés au Japon, maintenant touche également la Corée, puisque la Corée a aussi sa Korean Expo en France. Donc on voit que ce sont des pays aussi qui sont porteurs de tendances et qui donc de ce point de vue-là sont capables d'avoir une identité qui leur est propre. Et c'est vrai également pour Taïwan. Alors certes, le marché est plus petit, en tout cas en termes de population, de nombre d'habitants, mais aussi dans son dynamisme, dans sa capacité à se réinventer, apporte son lot de nouveautés, et c'est extrêmement prégnant dans ce monde asiatique. Et ces trois économies, d'ailleurs, sont une espèce de synthèse, tant les influences réciproques se croisent et donc font un intérêt aussi sur le fait de réussir ou en tout cas se développer sur un de ces marchés qui est aussi une carte de visite extrêmement intéressante pour aller prospecter le voisin japonais, taïwanais ou coréen. Et dans ce monde-là, l'image de la France est extrêmement positive, extrêmement porteuse. Non seulement c'est une image de marque qui est reconnue, mais qui est également plébiscitée. Il y a une cote d'amour spontanée pour la France, alors naturellement qui se déploie plus spontanément vers des secteurs traditionnels qui sont ceux des biens de consommation et de l'alimentaire, mais pas que. Mais pas que. Et même si, et mes collègues auront l'occasion d'y revenir, ce n'est pas forcément une condition suffisante d'être français pour réussir. En tout cas, c'est un premier avantage qui permet de se démarquer vis-à-vis de la concurrence. Enfin, l'autre chose, c'est que c'est également en termes de culture, finalement, avec naturellement leurs différences, mais quelque chose qu'on va retrouver un peu comme un fil rouge sur ces trois économies, c'est le caractère insulaire. Alors, vraiment, c'est une évidence pour Taïwan et pour le Japon, comme sur la carte que vous avez sous les yeux, c'est peut-être moins évident pour la Corée du Sud, mais compte tenu des relations qui ne sont pas des plus amicales entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on peut considérer que finalement cette péninsule se retrouve largement isolée et elle aussi dans cet environnement et dans ce monde qui est celui de l'insularité. Ils ont des défis géopolitiques communs, et en particulier sécuritaires, de plus en plus avec l'affirmation de la puissance chinoise. Donc il a aussi créé un lien qui de fait les rapproche. Il n'y a pas longtemps, c'était au début de l'été, il y a eu une visite historique du Premier ministre japonais en Corée du Sud, donc sur un réchauffement diplomatique qui était attendu et des accords qui sont en train d'apaiser une relation qui était quand même un peu complexe.
Donc c'est cet ensemble-là qui, et même quand on regarde en termes de croissance, obéit un peu à cette même dynamique. On est sur des taux de croissance qui, pour 2023, pour l'année en cours, seront compris entre 1,5 et 2%, et les projections de 2024 laissent apparaître, peut-être pour Taïwan et pour la Corée du Sud, des progressions un peu plus importantes, autour de 2 ou 3%, et le Japon, suivant les observations et les anticipations, entre 1,2 et 1,6%. Donc on voit qu'on a 3 blocs assez homogènes, qui répondent un petit peu aux mêmes logiques, qui ont les mêmes besoins. Et peut-être pour conclure et pour faire le lien avec les approches sectorielles, s'il m'appartenait de caractériser en un ou deux mots l'ensemble compte tenu de cette cohérence globale, en tout cas des consommateurs et de la consommation sur ces marchés, et en acceptant le côté un peu caricatural, parce que forcément très, très rapide, mais peut-être qu'on pourrait dire que la Corée du Sud se caractériserait par à la fois sa curiosité, son renouvellement, une consommation peut-être un peu plus opportuniste, plus volatile également. Taïwan peut-être un peu plus démonstrative, tout en étant très maîtrisée néanmoins dans là où elle se porte. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension un peu plus ostentatoire. Et puis le Japon, certainement par sa fidélité, un marché compliqué pour y pénétrer, mais qui après fait l'objet d'une très grande loyauté et fidélité, que ce soit dans une relation B2B ou que ce soit dans une relation B2C, et avec cette exigence de qualité. Voilà, pour planter un peu le décor, ce que je voulais vous dire. Et puis, peut-être qu'on peut rentrer dans des volets, dans des analyses un peu plus sectorielles, et notamment pour l'agroalimentaire. Merci Thibault. Donc, je suis François Cotier, je suis le coordinateur pour la zone sur l'agroalimentaire et, et le directeur du bureau de Taïwan. L'idée n'est pas de vous faire un panorama complet des opportunités des marchés agroalimentaires de ces trois pays, mais de vous donner une idée un peu générale. Et après, selon l'intérêt des uns et des autres, on pourra aller plus en profondeur sur les opportunités qui peuvent exister pour les entreprises ou pour les autres. Thibault l'a dit, nous sommes dans une logique cohérente, nous sommes dans des marchés qui sont cohérents et similaires. Et en particulier pour les produits agroalimentaires, ce sont des marchés qui sont très favorables. Comme vous le voyez, pour les produits gourmets, ça représente un bassin de consommation de près de 9 milliards, un bassin d'importation de 9 milliards d'euros pour les produits agroalimentaires. Et la France est toujours très bien placée sur ces trois pays. C'est le 6e partenaire du Japon, le 7e partenaire de la Corée, le 4e partenaire commercial de Taïwan. Il faut bien prendre en compte que ces pays-là s'inscrivent dans une logique régionale. C'est-à-dire que naturellement, d'abord, vous avez des échanges entre ces trois pays qui sont majeurs, mais également avec l'ensemble des acteurs d'Asie, voire du Pacifique, et que la France, qui est un acteur lointain de ces marchés asiatiques, pour qu'elle occupe une position aussi élevée, ça montre bien la position favorable que nous occupons pour ces produits. Alors, quels sont les produits les plus dynamiques ou les catégories de produits les plus dynamiques de la France vers l'Asie du Nord-Est? Vous l'avez ici, les eaux minérales, le fromage, du chocolat, de la crème, la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, des condiments, aussi bien des produits finis que des intrants, je dirais, ou des produits intermédiaires qui vont rentrer dans la fabrication de produits locaux. Ceci est dans une tendance assez générale qui regroupe ces trois pays d'occidentalisation d'un mode de consommation qui va se retrouver justement dans cette consommation d'intrants pour faire des produits locaux, mais à base de produits français. Pour l'alcool, c'est un très grand marché pour la France. C'est le 5e marché mondial, ces trois pays réunis, pour les boissons alcoolisées, à peu près 3,6 milliards d'euros. Vous voyez que le Japon est un grand importateur mondial, hein, c'est le second en Asie.
Taïwan est le 5e importateur asiatique et la Corée est juste après, 6e importateur. Ce que l'on n'a pas écrit, mais ce qui est vrai aussi, c'est que la France est le premier fournisseur de ces 3 pays en matière de vins et spiritueux. Nous sommes numéro 1 pour la livraison de produits alcoolisés, avec une clientèle qui est là encore cohérente. Ce sont des gens qui sont très éduqués, qui ont un vrai pouvoir d'achat, qui sont des connaisseurs, qui connaissent les produits, qui savent les analyser, qui sont éduqués. Et on va aller vers même une tendance sur les collectionneurs, c'est-à-dire que on va vers des achats de produits qui sont de plus en plus qualitatifs, avec des prix qui peuvent être plus élevés, voire aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des grands crus pour de la consommation, mais également comme investissement. C'est un grand marché pour les produits haut de gamme. La tendance générale, c'est vrai pour les vins et spiritueux, mais c'est vrai également pour les produits gourmets, sera plutôt consommer moins, mais consommer mieux, avec une percée en particulier du développement durable, c'est-à-dire le caractère sain des produits, ce qui va mettre en valeur la santé et l'environnement. Ce sont des tendances qui sont un peu récentes, qui viennent depuis le Covid, mais qui se vérifient sur ces 3 marchés de la zone. Si l'on peut passer sur la slide suivante, où j'ai un peu anticipé, voilà, la tendance que l'on peut voir sur ces marchés, c'est des produits qui sont premium. C'est là, on va vers des produits qui sont de meilleure qualité, qui sont un peu plus chers, parce que ce consommateur, il est éduqué, il a du pouvoir d'achat, il réfléchit, il s'informe, il compare, il voyage, et il évolue lentement vers des produits qui sont à plus forte valeur ajoutée. Occidentalisation de la consommation, c'est vrai dans ces 3 pays, avec un développement de produits qui sont quand même typiquement occidentaux, les produits de boulangerie, les produits de pâtisserie, tout ce qui est produits laitiers. Ce sont des produits qui n'étaient pas du tout consommés en Asie il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, il y a une tendance très forte à l'augmentation de consommation de ces produits. Et on voit également les restaurants étrangers qui fleurissent, la multiplication des guides Michelin avec des restaurants étoilés étrangers, locaux ou de cuisine fusion, qui participent également à la diffusion de ces produits européens et français en particulier. Une tendance du marché qui est plus récente, qui date du Covid également, c'est le e-commerce. Le e-commerce est beaucoup développé avec le Covid et il a pris une part qui est non négligeable dans ces trois marchés, qui sont des marchés qui sont quand même très digitaux. Et dans les segments porteurs, comme on l'a vu, les vins et spiritueux, la France est numéro 1 sur ces marchés. Et là où on a une vraie demande très forte, ce sont l'ensemble des produits laitiers et l'ensemble des produits gourmets pour lesquels on a une augmentation forte de la consommation. Et si l'on veut revenir un peu sur ces tendances, Thibaut, effectivement, on avait vu, enfin, je viens de dire que le Covid a peut-être introduit des nouvelles tendances de consommation, et c'était vrai en particulier au Japon. Oui, en fait, c'est surtout pour souligner un élément de contexte propre au Japon que pendant les années Covid, je ne sais pas si on en est sorti, en tout cas pendant le plus dur de la crise, naturellement, les frontières du Japon sont fermées. Il était difficile de venir au Japon, mais pour autant, les Japonais n'avaient pas spécialement envie d'en sortir. Et on remarque aujourd'hui, alors que les frontières sont réouvertes et que le nombre de touristes qui se rendent au Japon ne cesse d'augmenter, ont atteint un pic cet été. C'est d'autant plus vrai avec un yen qui est assez bas. Et donc, du coup, l'accès au pays est moins élevé. C'est que les Japonais n'ont pas pris le chemin du tourisme en dehors des frontières. Et donc, c'est une part au final de budget qui était consacrée au voyage, au tourisme, et l'Europe était une destination de choix pour les touristes japonais, et donc qui crée, ça ne s'est pas forcément transformé en épargne, mais par une capacité, en tout cas, un pouvoir d'achat supplémentaire pour aller vers une consommation plaisir, vers aller sur une consommation un peu plus rare, qui est assez bénéfique
aux produits importés et en particulier à l'offre française, et qui plus est, qui a un effet d'entraînement parce que cette consommation s'est aussi répandue à domicile, compte tenu de la fermeture des lieux de restauration et de la volonté aussi de se protéger de l'extérieur. Et donc, ce dynamisme se traduit non seulement par des recherches de plus nombreuses références, en tout cas de diversification de portefeuilles de marques de la part des distributeurs importateurs, par une consommation à domicile plus importante et donc par une dynamique, j'allais dire, de vente qui bénéficie à la fois de deux aspects. Un, des Japonais qui voyagent moins et qui du coup flèchent leur budget sur d'autres loisirs. Et deux, le fait que cette consommation se soit aussi largement répandue à domicile, alors qu'avant, elle était essentiellement liée à tout ce qui était café, hôtellerie, restaurant. Merci Mathieu. Donc, on voit que les produits européens, les produits français sont très bien placés. Mathieu, sur la Corée, est-ce que parce qu'on est français, on réussit forcément sur le marché coréen? Alors, pas forcément, merci François. Certes, il y a une appétence naturelle pour les produits français. Néanmoins, il faut préparer un argumentaire, mettre en avant une différenciation produit et expliquer ce qui fait la valeur ajoutée du produit qu'on vient présenter. J'ai une anecdote en tête d'un fournisseur français de produits d'épicerie à qui on avait organisé un rendez-vous avec GS25. GS25, c'est une chaîne de convenience store, donc type 7-Eleven, qui a plusieurs milliers de boutiques à travers la Corée du Sud. L'acheteur était assez intéressé par le produit, mais donc a essayé de challenger notre exportateur français en lui demandant pourquoi son produit était plus intéressant que ses concurrents. Et malheureusement, la seule réponse qu'avait l'exportateur, c'était parce qu'il est made in France. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut quand même avoir des arguments, mais on arrive évidemment, grâce à l'appétence qu'on a pour les produits français, à ouvrir les portes, c'était peut-être l'exemple que je voulais donner, des plus grands réseaux de distribution ici qui sont curieux de nouveaux produits et qui ont ce souhait d'essayer de diversifier leur offre. Donc voilà, donc on a la capacité d'ouvrir ces portes. Merci Mathieu. Je pense que Nicolas, tu présentes les opportunités dans l'art de vivre et la santé. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Mon Nicolas Sestier. Je suis également basé comme Thibaut au Japon, à Tokyo, à l'ambassade. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la partie art de vivre et santé. Donc, tout ce qui va concerner les biens sur la mode, légalement l'habitat. Et donc, le troisième volet aussi, la santé. Vous allez voir qu'il y a certaines tendances qui sont similaires avec ce que vient de dire François concernant les biens agroalimentaires sur la zone, puisque là encore, la France, elle n'a pas une image vierge sur la zone, loin de là. Elle est déjà attendue, mais sur des segments qui sont très spécifiques. Il y a peut-être deux choses déjà que je voudrais dire en préambule, puisque le premier volet là, qui indique la zone la plus riche d'Asie, c'est les propos de Thibaut dès le début. Et peut-être aussi ajouter à ça, c'est aussi la zone la plus tendance d'Asie, parce que c'est elle qui est un petit peu l'influenceuse de la zone et qui lance beaucoup de choses sur des volets différents, puisque à la fois le Japon a une lecture qui peut être plus conservatrice ou qui va innover dans le détail. La Corée va être plutôt friande de choses qui sortent de l'ordinaire. Ça se voit dans leur production eux-mêmes et c'est aussi ce qu'ils attendent de la France. Et tandis que Taïwan peut se rapprocher de certains codes chinois qui, eux, vont aller tout de suite vers de luxe ou de l'ultra-luxe avec une consommation qui va être extrêmement pointue. C'est la zone la plus riche d'Asie, c'est vrai, puisqu'on y concentre ici, même si on a l'impression que le Japon, pour sa part, est en crise depuis plus de 30 ans, c'est quand même la troisième puissance mondiale, avec une population au très très fort pouvoir d'achat, puisque c'est 78 milliards d'euros pour les biens de consommation de mode, donc c'est aussi le troisième marché mondial pour la consommation de ces types de biens. Et puis la Corée est le deuxième PIB mondial et Taïwan 23e. Et ce qui est intéressant, c'est comme le disait Thibaut, sur un point de vue macroéconomique,
Et ce qui va nous intéresser aussi sur les biens de consommation de ce type, c'est que ce sont des populations qui ont des PIB par habitant qui sont très similaires à celui de la France. Il n'est pas réparti de la même façon. Et après, comment ça va se répartir un petit peu différemment, c'est parce que aussi les gens ne consomment pas les mêmes types de biens. Et pourquoi? Parce que la France a aussi une image qui est un petit peu décalée par rapport aux autres productions mondiales. Je vais m'expliquer, et c'est sans doute le deuxième petit volet là, qui va l'expliquer, c'est une offre française connue et présente. Le fait que nos grands groupes de luxe soient déjà présents depuis très longtemps sur ces marchés-là a donné une connotation à la France depuis très longtemps sur le haut du panier. Et on n'est pas attendu sur du milieu de gamme ou de l'entrée de gamme. On se rend compte que c'est beaucoup plus difficile, je ne veux pas dire impossible, mais c'est beaucoup plus difficile de rentrer sur du moyen de gamme. Bon, d'une part, à cause des frais logistiques qui ont tendance à assez vite gréver cette opportunité de marché quand c'est celui que vous aviez en Europe. Deuxièmement, parce que les importateurs qui sont spécialisés dans l'importation de biens étrangers et notamment occidentaux attendent de la France, et savent que ce qui marche avec la France, c'est des produits extrêmement bien finis, une attention aux détails, pas du mass market. Et donc, du coup, là aussi, on en parlait, c'est cette capacité aussi à raconter une histoire, si possible ancienne, de votre marque et d'expliquer quels sont les focus qualité qui ont été faits, avec qui vous travaillez. Même parfois, votre marque peut travailler avec d'autres grandes marques porte-drapeau du luxe, LVMH, Hermès, si c'est dans ces segments-là que vous êtes, ou avec de grands hôtels. On a aussi des grands complexes hôteliers en France, on a des grands groupes qui peuvent porter votre image. Et là, c'est ça qu'on peut utiliser pour vraiment attirer en tout cas l'attention de ces intermédiaires, puisque là aussi, ces pays-là, c'est plus difficile d'y rentrer en direct. Souvent, c'est un pays d'intermédiaires, parce que c'est comme ça qu'a été structurée l'ouverture de ces économies. Et donc, on a besoin de parler à différentes personnes afin de pouvoir rentrer sur le marché. Mais en tout cas, ce sont des atouts extrêmement favorables quand il s'agit de faire des rentrées des produits de qualité. Et on sait qu'en général, vous êtes venu nous voir avec des produits qui ont à chaque fois un segment ou quelque chose d'extrêmement novateur ou de qualité. Et donc, c'est évidemment ça qu'on va mettre en avant pour vous aider à rentrer sur le marché. Peut-être la slide suivante. Là, quelques slides de tendance qui, sur le côté, vous montrent un petit peu la différence d'approche qu'il peut y avoir entre un Coréen tout en bas, où on fait beaucoup de métaverse, de e-commerce, où on va vraiment dans les codes du futur. Le japonais qui va être plus dans la restriction, mais dans l'attention aux détails, je le disais, avec la réinterprétation de codes casual chic. Et ça va être vraiment un code marquant avec une population vieillissante aussi qui apprécie ce type de sobriété, mais qui va être aussi extrêmement fidèle, comme le disait Thibaut en introduction. Donc, il ne faut pas se désespérer et espérer aller trop vite non plus sur le marché japonais. On va devoir attendre et faire ses preuves pour pouvoir bénéficier pleinement de ce marché, ce qui va être un petit peu différent en Corée et peut-être encore un petit peu aussi différent à Taïwan en raison encore de ces consommateurs qui savent très bien où ils veulent chercher. Je note notamment, hein, puisque la cosmétique, j'en ai pas parlé, mais par exemple, pour Taïwan, c'est quand même le deuxième partenaire, juste après le Japon, c'est la France en termes de cosmétique. Et on a une excellente réputation et ça émerge aussi avec ses conséquences sur la santé. Donc là aussi, on a beaucoup de liens à faire et la France a une belle cote d'amour et une belle marque à faire respecter et sur laquelle on est là pour jouer avec vous, pour vous faire rentrer sur ces marchés. Je sais qu'après, il y a des anecdotes sectorielles, peut-être François, pour parler de Taïwan parce que tu y es. Je te laisse la parole pour parler de ce marché. Oui, c'est gentil. Tu parlais des produits moyenne gamme sur lesquels nous ne sommes pas forcément attendus. Quelque chose que l'on a constaté ici, c'était l'aide de la promotion de ces produits moyenne gamme. C'est-à-dire qu'en dehors de la vente, apporter un soutien par la promotion digitale. Nous sommes dans des pays qui sont extrêmement sensibles au phénomène du digital. Ils sont surarmés de téléphones et d'ordinateurs et de tablettes. Ils ont de nombreux réseaux sociaux. Et la promotion de vos produits via les réseaux sociaux est quelque chose de fondamental ici, en particulier pour des marques
qui seront moyenne gamme, qui n'ont pas les moyens promotionnels des marques du luxe, mais qui veulent quand même faire leur entrée. Donc, c'est important d'utiliser des outils marketing que vous allez mettre au service de votre partenaire pour développer votre marque, de trouver les bons, ce qu'on appelle ici les KOL, c'est-à-dire les Key Opinion Leaders, qui vont pouvoir travailler à la promotion de vos produits, des gens qui sont connus et qui feront la promotion de vos produits. Et ça, les équipes des bureaux Business France les connaissent, ces gens-là. Et c'est là où on est capable de vous apporter un vrai soutien pour trouver les bons canaux de promotion à moindre coût, j'ai envie de dire, pour vos marques. Il y a un effet multiplicateur, démultiplicateur, pardon, de votre effort commercial qui sera évident. Et on l'a vu et on le constate dans les trois pays, dans les trois marchés, sur ces produits, que l'on parle de cosmétiques, que l'on parle de prêt-à-porter, même que l'on parle de design, avoir cette promotion digitale de vos produits sera un vrai outil pour le développement de la marque, et ça peut vous ancrer en profondeur et sur la durée auprès de vos clients. Merci François. Et effectivement, c'est pour ça qu'il est très exigeant et ultra informé, parce que les réseaux sociaux qui sont un peu différents de ceux qu'on a en Europe, on utilise beaucoup Instagram. Sur certains marchés, on va utiliser beaucoup plus Line, qui est un réseau social typiquement asiatique, X, enfin anciennement Twitter. Donc tout ça, ce sont des codes différents qu'on vous aidera à maîtriser. Mathieu, pour la Corée, tu vois, sur un marché encore différent. Oui, ben, je me retrouve vraiment dans ce qui est décrit et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que le consommateur est très orienté et très friand de digital. C'est un support de communication indispensable. D'autres choses, pour rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, c'est vrai qu'on note une forte appétence, alors même si bien sûr tout ce qui est luxe est évidemment omniprésent, toutes les grandes marques de luxe sont présentes ici, mais on note également une forte appétence pour tout ce qui est un petit peu plus casual, streetwear, sportswear, qui occupe souvent un étage entier dans la plupart des malls ici à Séoul et qui est vraiment très très développé, on sent dans les achats. Pour illustrer aussi le secteur cosmétique, hein, on est très fortement trendsetter ici aussi. C'est bien sûr, tout le monde a entendu parler de la K cosmétique, hein, qui déferle comme la K-pop, mais on lance de nouvelles tendances, hein. Vous avez peut-être entendu parler du slugging, hein, qui est cette capacité à se mettre de la vaseline sur le visage pour améliorer l'hydratation. Il fait très très sec l'hiver ici en Corée, donc on lance des modes comme ça qui vont s'étaler sur le reste et influencer le reste de la planète. Et puis un dernier point, si je peux me permettre de vous donner une expression coréenne à retenir, c'est pali pali, ça va vite, et donc il faut aller vite. Et pour vous donner aussi une anecdote d'un rendez-vous qu'on a organisé pour une entreprise de cosmétiques, une très très belle entreprise de cosmétiques, à qui là cette fois on a ouvert les portes de Shinsegae qui est l'équivalent des galeries Lafayette ici à Séoul, et alors qu'il déroulait sa présentation sur son offre, tout de suite, l'acheteur l'a interrompu et lui a demandé s'il avait les autorisations de mise sur le marché de ses produits sur le marché nord-américain, parce qu'il était déjà dans sa tête. La Corée, c'est bien, c'est fait, il était convaincu et il était prêt à l'accompagner pour aller développer sa marque sur le marché nord-américain. Donc, il faut être prêt à aller très, très vite au rythme asiatique. Merci Mathieu. Écoute, ça résume un peu ces différents modes et ces différentes temporalités là, de développement et d'accélération des tendances, mais néanmoins, on a le même focus sur la qualité, une même attention aux détails qui unit ces trois marchés. Et c'est toi qui vas nous parler de l'industrie. Donc, je te laisse la parole. Exactement, merci beaucoup. Je vais en profiter pour me présenter. Donc, Mathieu Lefort, je dirige le bureau de Business France ici à Séoul, mais je suis également coordinateur pour les industries et les techs sur la zone Asie du Nord-Est. Alors, parmi les grandes caractéristiques communes, hein, de ces trois marchés, il y a la forte industrialisation, et c'est les premières statistiques que vous avez, hein. On a près de 30% du PIB de ces pays-là, et presque 40% pour Taïwan, pardon,
qui proviennent de l'industrie. Par comparaison, le champion industriel européen qu'est l'Allemagne, il n'y a que 22% de son PIB qui provient de la part industrielle, et la moyenne européenne, c'est 15%. Donc on est vraiment dans des économies qui sont très très fortement industrialisées. L'autre caractéristique commune, c'est l'exportation. Et là aussi, on a affaire à des champions d'exportation, notamment grâce à l'industrie. Selon les données qu'on regarde et les années auxquelles on va s'intéresser, le Japon compte parmi le 4e ou 5e exportateur mondial, la Corée 5e ou 6e, Taïwan est entre la 15e et la 20e position. Et ces pays-là exportent majoritairement des produits industriels et des produits, produits technologiques. Cet avantage comparatif et cette très très forte compétitivité dont bénéficient ces pays, elle est notamment liée à leur processus de production et à la très très forte robotisation de l'économie. On a donné des chiffres également aussi sur les taux de robotisation et on voit que ces 3 pays sont dans le top 8 mondial grâce au développement de robots sur leur chaîne de production. Enfin, les secteurs de pointe, évidemment l'automobile, 5 marques parmi le top 10 mondial et dont évidemment Toyota, le premier exportateur mondial, sont dans cette zone et vous les voyez tous les jours, j'imagine, que ce soit Toyota, Kia, Hyundai, Honda, Suzuki, sur vos routes, sur les routes du monde entier, occupent le marché. Sur la construction navale, on a aussi les principaux exportateurs qui sont, vous avez certainement entendu parler de Mitsubishi Heavy Industry, mais vous connaissiez Daewoo qui s'appelle Hanwha depuis le début de l'année, suite à un rachat, mais on a aussi un grand nombre d'acteurs, que ce soit coréens et japonais. Pour Taïwan, on note une plus forte présence évidemment aussi de leaders dans le secteur de la tech et notamment dans les semi-conducteurs, dont on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, puisqu'il y avait une pénurie de semi-conducteurs qui a fait ralentir justement nos usines et les capacités de production industrielle européenne et à travers le monde. Le premier exportateur, TSMC évidemment, taïwanais, suivi par les géants coréens, les chaebol, deuxième mot coréen qu'il faudra retenir, Samsung, SK, qui comptent évidemment parmi les géants de la filière. Et on a enfin des géants dans l'électronique qui aussi occupent, j'imagine, la plupart de vos bureaux et tout le monde est équipé de matériel électronique, Sony, Panasonic, Samsung, qui sont leaders sur le secteur. Une des forces là de ces 3 économies réside dans non seulement l'innovation, mais la capacité qu'ont ces pays à transformer l'innovation et la valoriser économiquement. La mise sur le marché de produits est extrêmement rapide et lorsqu'une innovation va faire jour, on va avoir dans ces pays-là une très forte capacité à transformer ça en produit qui va pouvoir se développer sur le marché avec une caractéristique commune aussi qu'on a indiquée. On est à la fois dans une partie du monde qui compte les plus grands early adopters. François tout à l'heure parlait de Taïwan et de l'équipement de tablettes, téléphones, ordinateurs. Ici aussi, c'est largement le cas, comme au Japon. Et la 5G est un must. Le Wi-Fi est gratuit partout. Donc, on a vraiment des utilisateurs qui sont de grands consommateurs de ce type de technologie. Si on passe maintenant à la slide suivante et les tendances, les opportunités, les besoins, ces marchés sont confrontés quand même à des défis. Un des premiers défis auxquels ils sont confrontés concerne la disponibilité de la main-d'œuvre. On a des économies dans lesquelles les taux de fécondité comptent parmi les plus faibles au monde. Corée, on est à 0,8 et je pense que pour le Japon et Taïwan, on doit être en dessous de 1 également. Donc, cette très faible fécondité, une quasi-absence d'appel à l'immigration fait qu'on a du mal à bénéficier d'une main-d'œuvre dans les usines. La solution pour pallier ça, c'est évidemment
allonger la durée du travail, ce qui est acceptable dans une certaine limite, et la robotisation. D'où un grand besoin pour continuer à améliorer la productivité. Dans les sociétés, et l'ensemble des filières industrielles se sont lancées de manière très rapide dans un mouvement de décarbonation de leur process de production. Donc deux tendances parallèles, amélioration, modernisation des process de production et décarbonation. Ce qui fait que parmi les secteurs porteurs, évidemment, on va trouver toutes les solutions pour améliorer ces produits-là. L'autre facteur qu'on évoquait tout à l'heure et qui est très clairement identifié est lié à la digitalisation de l'économie, hein, qui s'accélère. Alors, je commence par la fin des exemples qui sont donnés, mais on parlait tout à l'heure de la forte appétence du consommateur pour l'électronique. On a un consommateur qui est évidemment extrêmement exigeant, qui attend une expérience client qui soit optimale, la plus forte possible. Donc, une opportunité pour vendre des solutions. Évidemment, les nouvelles technologies avec tout ce qui est IA, ICC, Internet of Things. Sur les ICC, juste un exemple aussi, puisqu'on parle beaucoup du développement des vagues culturelles, et notamment on parle de production de contenu dans cette zone-là. On arrive à mettre en contact des fournisseurs de solutions pour les producteurs de contenu dans ce pays-là. Donc, même dans l'innovation et la technologie, l'offre française a sa part. Enfin, évidemment, on vend à l'industrie des composants et que ce soit dans les véhicules automobiles, que ce soit dans l'industrie, on arrive à vendre des composants et il y a une très forte demande. Dernier point, peut-être j'évoquais tout à l'heure la filière mère. On a parmi les plus grands chantiers de construction navale et là aussi de forts besoins, également dans l'éolien, essentiellement sur Taïwan, hein, où c'est assez développé, et dans le portuaire. Voilà pour un rapide panorama peut-être sur l'industrie, mais peut-être François, tu veux donner quelques exemples pour étayer Oui, un exemple rapide, on a vu que ces grands groupes japonais, coréens, taïwanais, ce sont des géants de l'électronique et de l'industrie. Ils ont une domination, j'ai envie de dire, presque hégémonique dans leur secteur d'activité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec eux et qu'on n'a rien à leur apporter? Non. On voit que ces géants-là, ils ont justement besoin quelquefois de solutions plus flexibles que des étrangers peuvent leur apporter. Et on a vu des vrais success stories de sociétés françaises qui sont sur des briques technologiques, qui sont sur des apports qui peuvent être logiciels ou qui peuvent être hardware et qui vont être intégrés dans des solutions plus vastes. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent en OEM, ODM et qui sont prêtes à acquérir ces briques technologiques qui va leur permettre d'améliorer leur process ou d'améliorer leur solution. On le voit sur donc, du software, on le voit sur de l'IoT, on le voit sur de la cybersécurité, beaucoup de solutions de cybersécurité qui sont reprises et qui vont très vite d'ailleurs dans ces pays, comme on le disait tout à l'heure, on est sur des early adopters, et ils sont très pragmatiques. Donc, si ces solutions-là leur permettent un gain technologique, un gain marketing, un gain commercial, ils vont les acquérir très vite. Et nous voyons, nous, des vraies opportunités pour ces boîtes françaises, ces entreprises, pardon, qui assez rapidement d'ailleurs vont signer des contrats et vont s'implanter. On le voit assez régulièrement. Donc, il y a des vraies opportunités sur ces solutions technologiques qu'on peut leur apporter. Merci François pour cet éclairage. Thibaut, un éclairage sur le Japon, sur le marché japonais? Oui, peut-être juste, mais tu l'as signalé, ce défi, en fait, le Japon, par rapport au défi démographique, a décidé de traiter la question à travers un choix complètement assumé qui est technologique,
d'automatisation, de robotisation. Et donc, clairement, face à la pénurie de main-d'œuvre, il y a d'essayer de trouver des solutions technologiques et du coup créer aussi des espaces de ce point de vue-là par rapport à l'offre française. Et de la même façon, on le voit dans l'intérêt que portent les grandes maisons de commerce, qu'on appelle donc au Japon des Sogososha, vis-à-vis de start-up ou d'entreprises avec des briques d'innovation très importantes en France, que ce soit dans ces solutions d'automatisation ou d'efficacité énergétique, compte tenu des enjeux et aussi en la matière du retard qu'a pris le Japon par rapport à ses engagements, et donc d'aller chercher aussi de la coopération technologique, et la France, de ce point de vue-là, est assez bien identifiée. Merci. Je crois qu'on passe à la séquence suivante, Oui. qui sont les... Alors, c'est peut-être juste quelques slides parce qu'il faudrait qu'on puisse garder une dizaine de minutes au moins pour présenter le programme et aller dans le cœur des choses pour l'accompagnement de 2024. C'était quelques références, voilà, sur les entreprises normandes qui ont été accompagnées précédemment sur la zone. Voilà, comme ça, vous l'aurez pour référence. Et quelques recommandations très globales sur comment aligner les bonnes fées autour du berceau de votre projet en Asie du Nord-Est. Je ne sais pas si Thibaut, tu voulais en dire quelques mots, on le commente à plusieurs. Et nous sommes tous une partie de cette solution. Donc, non, peut-être brièvement, c'est que effectivement, il y a quelques axes un peu incontournables pour réussir ce marché, mais qu'il ne faut pas non plus, parce que l'éloignement, parce que la barrière culturelle, parce que la barrière linguistique, penser qu'ils sont inaccessibles. D'abord parce qu'on a des équipes ici biculturelles, complètement imprégnées dans les tissus locaux, auprès des décideurs, qui a une véritable expertise et expérience pour l'accompagnement de TPE ou de PME françaises sur ces trois géographies, et que on a la capacité de trouver les moyens, les solutions, dans la façon dont on vous accompagne, dans la façon dont on peut vous faire des recommandations, dans la façon d'identifier des décideurs pour dépasser ces obstacles, à partir du moment, effectivement, où vous-même vous êtes convaincu que vous avez une carte à jouer sur ces marchés, parce qu'il y a quelque chose sur lequel on ne pourra pas se substituer à vous, c'est la motivation et la conviction que vous avez quelque chose à y faire. et cette histoire commence depuis la Normandie, donc avec Béatrice, et je note aussi le rôle de Pierre Lecomte qui est avec nous au Japon, qui vous verrez aussi le nom apparaître, qui est notre coordinateur Team France Export ici à Tokyo. Béatrice. Oui, merci à tous. Oui, donc du coup, quelques mots sur la mission de prospection Asie du Nord-Est, Japon, Corée, Taïwan, du 19 au 23 février 2024. Voilà, donc pourquoi une mission collective? En fait, la Team France Export vous propose un programme sur mesure sur ces marchés-là, Japon, Corée, Taïwan, tout en respectant vos besoins et vos contraintes. Pour cela, on préconise un parcours en 3 étapes constitué de prestations au choix. Donc là, voilà une présentation un peu générale, hein, j'y reviendrai après dans le détail. Et en tout cas, la première étape, la préparation, en fait, cette phase permet d'élaborer un plan d'action et de choisir les modules et préparer au mieux votre déplacement sur le ou les marchés retenus. L'étape 2, module d'accès au marché d'Asie du Nord-Est. Cette étape correspond au déplacement sur le ou les marchés retenus, selon les modules sélectionnés en amont avec votre conseiller référent. Et la troisième étape, évaluation et post-programme.
Alors, en fait, il s'agit ici d'un débriefing post-mission avec un bilan sur place avec l'équipe de Business France et puis un suivi au retour en France avec votre conseiller référent Team France Export. Et tout au long du projet, l'accompagnement de la Team France Export Normandie sur les 3 phases, voilà, en amont jusqu'à la fin de la mission, avec notamment donc un soutien pour les dossiers d'aide financière en amont de la mission et puis aussi un appui logistique et puis l'accompagnement d'un conseiller sur place, voilà, avec la délégation Normandie. Voilà, brièvement, le détail de l'étape préparation. Donc, il s'agit d'une phase préparatoire qui comprend, alors important en fait, cette phase préparatoire, c'est avant tout un échange visio avec l'équipe Business France et votre conseiller référent. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet de valider le potentiel de votre entreprise sur la zone et de vous proposer un accompagnement dans la mise en œuvre du programme et des modules. Vous voyez, validation des prérequis, analyse du potentiel développement sur la zone, suivi et accompagnement. Voilà, donc c'est une étape, en tout cas une phase très importante. Ensuite, il sera possible également de vous mettre en relation avec un expert INPI de la zone, voilà, pour toute question liée à la propriété intellectuelle. Et puis, bien entendu, la transmission du guide des affaires publié par Business France sur le pays ou les pays retenus. Et en option, n'hésitez pas aussi à solliciter votre conseiller référent afin de participer à des formations délivrées en Normandie sur le commerce international et également interroger le service de la hotline réglementaire de la TFE pour toutes les questions sur la réglementation produits et transports. Voilà, donc toutes cette offre dans la préparation. Les modules d'accès au marché en Asie du Nord-Est. Alors, je vois que Guillaume, t'es connecté. Est-ce que tu veux peut-être... Oui, si tu veux, voilà. Béatrice. Merci Bonjour à Guillaume. tous. Bonjour à tous. Donc effectivement, ce module 2, pour celles et ceux qui connaissent nos missions, on a voulu un petit peu innover dans la mesure où on cherche à être au plus proche des besoins des entreprises. Et même si on est très attaché à constituer une délégation collective, on essaye au maximum d'individualiser le parcours de l'entreprise au regard de son état d'avancement sur le marché. Et donc, avec les bureaux de Business France sur place, que je remercie à nouveau, on a travaillé à une notion d'offre à tiroir, des modules que vous pouvez sélectionner. Donc, il s'agit de sélectionner au moins 2 modules. Le premier parmi la prospection commerciale ou l'analyse concurrentielle. Alors, pour faire court, la prospection commerciale, c'est le classique. Donc, c'est plutôt une entreprise qui a déjà stabilisé son produit, qui est déjà en capacité de vendre sur les marchés, qui dispose déjà d'un certain nombre d'outils commerciaux et qui est en capacité d'aller proposer une offre prête à vendre. Le deuxième, sur l'analyse concurrentielle, on est plutôt sur des entreprises, sur les biens de consommation, et c'est plutôt dans le cas où vous êtes sur déjà vous souhaitez aller sur ces marchés-là, vous ne les connaissez pas encore très bien, vous n'êtes pas tout à fait prêt à vendre vos produits dans l'immédiat, mais vous souhaitez davantage connaître les concurrents pour mieux positionner votre produit et vous adapter au marché. Donc, on n'est pas sur la même temporalité, je dirais, d'avancement. On est plutôt sur une entreprise un peu plus en amont, mais qui souhaite se rendre sur place
pour comprendre le marché, sentir le marché et repartir avec non seulement cette compréhension plus fine des marchés, mais aussi une analyse des concurrents et de l'offre existante par rapport à son produit. Donc c'est un de ces 2 modules, que vous pourrez, choisir et ensuite, en complément, vous venez, avec 1 à 2 modules, au choix parmi les 4 du dessous et donc là, on est sur des modules qui viennent, compléter, le 1er. Donc soit sur, structurer votre réseau d'affaires, donc là, on est davantage sur, des rencontres avec des acteurs, heu de votre secteur d'activité ou des réseaux, des filières, des intermédiaires qui peuvent, vous aider à mieux comprendre et à mieux pénétrer, votre secteur d'activité et les réseaux d'affaires. Donc on n'est pas sur des clients directs, mais on est sur des acteurs qui comptent dans votre secteur d'activité. Le kit export, là, on est sur, vraiment comment dire? Une adaptation de vos outils de communication, en langue locale, avec les codes, locaux et avec les supports qui vont bien. Parce que les habitudes selon, les pays, mais aussi selon les secteurs d'activité peuvent être différents de ce dont, vos clients ont l'habitude, en Europe ou ailleurs dans le monde et donc c'est vraiment adapter votre kit de présentation, de l'offre. Sur la partie diagnostic juridique, donc là, vous pouvez, cranter un peu plus, en fait, la compréhension des marchés par rapport aux aspects contractuels, par rapport, au droit des sociétés, à la fiscalité. Donc on est vraiment là sur, un module qui vous permet davantage, de cranter davantage, en fait, votre présence sur place, en comprenant davantage les spécificités juridiques, locales. Et enfin, le diagnostic communication digitale. Donc là, les bureaux proposent, d'analyser, votre image, votre marque et d'adapter celle-ci sur, les outils, digitaux de type, réseaux sociaux et c'est très important pour l'avoir, vu avec d'autres missions par le passé. Il y a certains secteurs d'activité, notamment dans l'agroalimentaire, où il y a une capacité à analyser, l'importance d'être sur les réseaux sociaux, d'aller chercher les influenceurs, d'aller chercher, les gens qui comptent pour pénétrer, certains marchés et ça passe par la communication digitale. Voilà grosso modo, cette partie-là qui est vraiment innovante, pour nous et on espère qu'elle va pouvoir, répondre à vos besoins. On est vraiment à chercher la plus grande souplesse possible par rapport à votre cas. De toute manière, l'échange, se fait, comme le disait Béatrice, la première étape, c'est d'échanger avec le bureau sur, qui vous êtes, où vous en êtes et qu'est-ce que vous attendez, de notre appui et avec le conseiller et le bureau et Béatrice, vous affinez et vous structurez votre, l'accompagnement par rapport à ce dont vous avez besoin. Voilà. Si, Thibaut, Pierre, ou les collègues des bureaux, vous souhaitez compléter et si, soit j'ai dit des bêtises, soit j'ai oublié des choses importantes, hésitez pas, hein, sur ces 6 modules. Ah non, C'est bon? écoute, pour Ouais. moi, c'est enfin, c'est très clair, mais on a réfléchi longuement ensemble pour essayer effectivement d'avoir quelque chose qui colle au plus près des besoins, des attentes et puis des niveaux de maturité des entreprises normandes par rapport au marché qu'on vient de présenter avec les collègues. Donc voilà, sauf à être redondant, je pense que maintenant, on place éventuellement à des questions, des remarques, et puis on est à votre disposition. Mmh. OK, merci Thibaut. Tu peux passer du coup Béatrice. Dans la plaquette qu'on vous enverra, Béatrice vous enverra la plaquette, vous aurez des détails un peu plus précis de chacun des modules, hein. Et puis enfin, donc l'étape 3, donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. L'idée, c'est à la fin à la fin des jours de prospection sur place, c'est de faire un bilan avec l'équipe projet qui vous a accompagné et qui a établi votre programme de rendez-vous ou qui a réalisé votre analyse concurrentielle sur place, de faire un premier bilan à chaud et à froid, en France, au retour, vous faites un bilan avec le conseiller pour mettre en place, les étapes d'après, pour le suivi de vos contacts, ou autres.
Voilà, tu peux passer du coup à la slide d'après Béatrice. Voilà, tu veux que je te laisse la main sur la suite peut-être? Juste cette slide-là, effectivement, peut-être voilà, rappeler les différentes séquences de la mission. Donc le 19 septembre, c'est aujourd'hui, bien évidemment, le webinaire. Et puis une date à retenir, la date limite d'inscription, le 17 novembre 2023. Entre deux, donc on vous l'a dit, important, se dérouleront les échanges visio avec les bureaux, hein. Et puis après, à partir du moment où vous êtes inscrit, donc on enclenche les différentes étapes. Comme expliqué précédemment, peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Guillaume, par rapport à ça? Non, non, c'est ça. Effectivement, vous voyez, euh, les bureaux doivent avoir suffisamment de temps pour réaliser un travail de qualité pour vous, à hauteur de vos attentes. Et donc, on ne peut pas aller. Idéalement, c'est 3 mois entre le début de entre l'inscription et le début de la mission. Il y a 3 mois de travail pour réaliser l'ensemble des étapes. Et donc, c'est pour cette raison qu'on souhaite, qu'on souhaite vous engager, en tout cas, au maximum pour le 17 novembre. Donc, ça laisse du temps d'ici là à à revenir vers Béatrice et vers votre conseiller pour caler un échange avec les bureaux pour votre cas. On peut passer rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne déjà. Mhm. Pour ça, c'est les étapes sur place. euh, c'est du classique, hein. L'idée, c'est bien d'arriver ensemble, de faire des séquences collectives, aussi bien sur la pratique des affaires, on va dire, et puis également vous faire rencontrer la communauté d'affaires locale, donc en soirée. Et puis après, chacun va à ses programmes de rendez-vous et chaque soir, dans la mesure du possible, on se retrouve avec votre conseiller, enfin avec le conseiller qui vous accompagnera sur place, qui crée ce lien entre vous et le bureau. Voilà. Vas-y, Béatrice, on peut passer. Voilà. Et puis donc, la partie la moins agréable, mais en tout cas la plus importante malgré tout, c'est celle donc de ce que l'on vous propose. Donc, on revient sur les modules prospection commerciale ou analyse concurrentielle. À cela, vous ajoutez 1 ou 2 modules. Euh, donc, on vous a mis le total à partir de 5 750 € pour l'ensemble de ces prestations. Euh, à cela, bien sûr, prenez bien en compte les frais logistiques de votre déplacement. Donc, on vous a mis à titre indicatif une estimation. Et je dis ça, c'est pour monter votre dossier Impulsion Export, si vous le souhaitez, avec votre conseiller et Béatrice, pour solliciter une aide de l'AD Normandie qui pourrait aller jusqu'à 50% de l'ensemble des frais. Donc ça, c'est important aussi de l'anticiper et de préparer ça avec votre conseiller. Voilà. Alors, on arrive sur la fin. Mm. Donc Béatrice est à votre disposition pour, euh, pour enclencher les étapes, pour échanger sur vos besoins. Et puis votre conseiller également. Si vous savez plus ou pas qui est votre conseiller, contactez Béatrice. Elle est vraiment votre point d'entrée pour cette mission. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, c'était très clair. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé autant d'informations sur vos marchés respectifs. Moi, j'avais juste une petite question, mais qui est très ciblée, qui concerne plutôt du coup la Corée et principalement sur la partie cosmétique. Je sais que c'est un marché qui est assez, quelque part dépendant aussi des tourismes chinois et que du coup, c'est un marché qui a un petit peu souffert ces dernières années. Est-ce que là, vous voyez un changement et une croissance dans justement le nombre de tourismes chinois qui reviennent en Corée? Non, enfin non, non, on voit pas le retour des Chinois. On en parlait pas plus tard que ce midi. J'étais au comité luxe de la Chambre de commerce et on parlait justement du marché du luxe.
Non, c'est très compliqué pour les Chinois d'obtenir des visas pour venir en Corée. Donc, c'est pas un relais de croissance. On continue à beaucoup miser sur le marché domestique, voire sur un tourisme slash tourisme d'affaires aussi, plutôt japonais, mais c'est pas sur le consommateur, c'est chinois qu'on base des projets. D'accord. D'accord, merci. Et dernière question, est-ce que est-ce que le cross-border en Corée se développe comme ça a pu être le cas justement, notamment en Chine, où ça reste une part du marché qui est relativement petite? C'est-à-dire la réexportation? Non, tout ce qui est, parce que je sais qu'il y a des plateformes. Moi, on m'a fait savoir, par exemple, que sur certains de mes produits, il y avait effectivement des produits, enfin, de nos produits à nous qui se retrouvaient en fait sur les marchés, mais du coup, c'est du parallèle. Ouais. Oui, ça c'est un phénomène qu'on voit. Alors, j'ai eu des exemples déjà, et ça me fait penser à ce que disait François tout à l'heure. En fait, on a des marques. Le consommateur coréen est très très sensible à l'image digitale. On a des marques qui commencent à avoir une image digitale sans même être disponibles sur le marché. Et du coup, oui, il y a des canaux parallèles qui se mettent en place et on va pouvoir trouver, commander ce type de produit alors qu'ils ne sont pas officiellement disponibles sur le marché. Ouais. Mais parce qu'il y a un influenceur ou quelqu'un qui a utilisé le produit, qui en a fait la promotion et ça devient produit d'appel. Et on a, alors pour ça, c'est connu, hein, mais vous le savez déjà mieux que moi, il y a des parapharmacies à Paris où les Coréens vont faire leur shopping et je ne sais pas s'ils font de la revente, mais en tout cas, ils achètent plus que de raison et pas uniquement pour leur consommation personnelle. Peut-être juste, pardon, en complément de ce que vient de dire Mathieu et par rapport à la Chine, la grande différence quand même par rapport à l'ampleur du phénomène chinois versus les autres marchés qu'on a présentés, et y compris la Corée, c'est que précisément, il y a un accord de partenariat économique, donc UE-Corée, UE-Japon, qui fait qu'en fait, les règles d'accès au marché, et en particulier pour les produits cosmétiques, où c'est très compliqué en Chine, compte tenu des référencements, des droits de douane, et donc de l'enregistrement de ces produits, est un facteur très incitatif au cross-border. Alors que sur ces marchés-là, cette contrainte-là, cet accès marché étant beaucoup plus aisé, elle peut l'être par effectivement une notoriété, un produit qui par un bouche à oreille ou effectivement une action digitale assez forte, du coup, crée une émulation, mais moins par les caractéristiques, j'allais dire, réglementaires ou en tout cas d'accès du marché qui font que du coup, c'est peut-être un phénomène beaucoup moins marqué que celui qu'on retrouve en Chine. Tout à fait. En fait, c'est pas un phénomène organisé, quoi. C'est un effet de mode, quoi. D'accord. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Béatrice, tu veux conclure? Non, écoutez, ouais, non, merci à tous pour votre participation et merci à toute l'équipe côté Business France. Merci beaucoup. Et puis voilà, on se retrouve bientôt et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir beaucoup. Au revoir. Au revoir.